J'ai découvert que ma carte de crédit était plafonnée, il manquait 36 000 euros. Tu nous le dois, a dit mon père. Ma mère a ri, célèbre toute seule. Ils ont utilisé mon nom pour l'intégralité de son mariage. J'ai tout annulé, puis le dossier est arrivé. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Je me suis réveillé 5 jours avant mon anniversaire pour découvrir que le plafond de ma carte de crédit avait été atteint. 36 000 euros envolés. Au début, j'ai cru à une fraude, mais ce n'était pas un inconnu. C'était ma famille. Mon père a dit que je leur devais bien ça. Ma mère riait en arrière-plan. Ils avaient utilisé mon nom pour financer un mariage auquel je n'étais même pas invité, puis avaient raconté aux gens que j'avais pris mes distances. Mais comment prendre ces distances avec des gens dont on n'a jamais été vraiment proche? Qui ont répété leur rôle dans votre vie comme un script, tout en réécrivant votre histoire sans votre permission? Ils n'ont pas seulement vidé mon compte en banque. Ils ont redéfini ma place dans la famille. Alors, que faire quand les personnes qui vous ont élevé vous transforment en un solde de compte avec un battement de cœur? Le bourdonnement de mon téléphone m'a tiré d'un sommeil léger et agité. Je l'ai attrapé sans réfléchir, mes doigts tâtonnant dans l'obscurité. La lueur de l'écran m'a frappé aux yeux comme un coup de poing. 1h48 du matin. Le message était court, brutal. Alerte de la banque. Votre carte de crédit a atteint son plafond. Solde actuel, 36 000 euros. Je me suis assise, complètement réveillée. Ce chiffre n'avait aucun sens. Je n'avais rien dépensé depuis des jours. Ma poitrine s'est serrée, un poids lourd appuyant sur mes côtes. J'ai cligné des yeux, espérant avoir mal lu. Ce n'était pas le cas. J'ai ouvert l'application bancaire. Mon cœur battait plus fort à chaque pression de mon pouce. C'était là, le solde complet, au maximum. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, m'attendant à voir un énorme bug, ou un débit unique qui pourrait tout expliquer. Mais à la place, j'ai trouvé une série de dépenses que je ne reconnaissais pas: arrangements floraux, service de traiteur, un acompte pour une salle de bal, même des invitations personnalisées en relief. Chaque ligne était un coup de poignard plus profond que le précédent. Des dépenses de luxe, des fournisseurs locaux, le tout au cours des dernières 72 heures. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une fraude. Un voleur quelconque qui avait eu de la chance. Mais le schéma, il semblait personnel, trop intime. Mes doigts tremblaient en faisant défiler plus bas. J'ai aperçu mon reflet sur l'écran noir, mon visage pâle, les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Pas de l'horreur, pas encore, mais autre chose, comme une trahison qui n'avait pas encore trouvé ses mots. L'appartement autour de moi semblait trop silencieux, comme si la ville s'était tue pour me laisser absorber le choc. J'ai enroulé une couverture autour de mes épaules et j'ai traversé la cuisine pieds nus. Le carrelage froid me piquait les pieds, mais j'accueillais cette sensation vive. Elle m'empêchait de m'effondrer. Je me suis fait un café, non pas que j'ai besoin de caféine, mais parce que cela me donnait quelque chose à faire de mes mains. Le ronronnement de la machine m'a ancré dans le présent. La vapeur s'est enroulée et a effleuré mes joues alors que je regardais l'écran de mon téléphone clignoter à nouveau. Une autre transaction traitée. 184 € pour des bougies personnalisées en guise de cadeau aux invités. Puis je me suis souvenu que dans 5 jours, c'était mon anniversaire. Pas une étape importante, pas une grande célébration. J'avais prévu de m'offrir un dîner, peut-être de prendre une part de gâteau dans cette pâtisserie au coin de la rue. Une soirée tranquille, seule, mais pas solitaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à maintenant. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, pas nettement, mais comme un puzzle assemblé de force par désespoir. Ma famille avait accès à ce compte. Il y a des années, lors d'une alerte de santé de mon père, je les avais ajoutés pour les urgences. Je n'ai jamais révoqué cet accès. Une partie de moi pensait, non, espérait qu'il n'en abuserait jamais. J'avais tort. Le poids de cette prise de conscience m'est tombé dessus violemment. Il me fallait des réponses. J'ai cherché le contact de Vincent et j'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix ensommeillée, mais pas surpris. « Qu'est-ce qu'il y a, Lorraine ?» Sa voix était plate, fatiguée, comme si je l'avais interrompu dans quelque chose de banal. « Il y a un problème avec ma carte, ai-je dit prudemment. Elle est au maximum. Plus de 36 000 €. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Il y a eu une pause. J'entendais du mouvement. Des pas,
peut-être. Puis sa voix est devenue plus vive. Tu dramatises toujours tout, a-t-il lancé. On en avait besoin. C'est ce que font les familles. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, le cœur battant contre mes côtes. Vous en aviez besoin pour le mariage, les factures, les soins dentaires de maman, le comité d'organisation de Céline. Tu sais à quel point elle est sous pression. En arrière-plan, j'ai entendu le rire de ma mère, léger, moqueur. Elle allait de toute façon le dépenser en bougies et en gâteaux, a-t-elle ajouté. On avait de meilleurs projets. De meilleurs projets pour mon argent, sans me demander. J'aurais aidé, ai-je murmuré. C'est ce que tu viens de faire, a dit Vincent, la voix dure. On n'a pas besoin de demander ce qui nous appartient. J'ai raccroché. Ma main tremblait en posant le téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville floues à cause des larmes qui commençaient à monter. Ils ne voyaient même pas cela comme un vol. Pour eux, j'étais une extension de leur ligne de crédit, une ressource qui marche et qui parle, pas une fille. J'ai ouvert le navigateur de mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes comptes. Ligne par ligne, j'ai vu les preuves. Des abonnements que je n'ai jamais utilisés. Netflix, Amazon Music, des adhésions en ligne aléatoires que je ne me souvenais pas avoir approuvées. Tout était lié à mon nom, à mon crédit, à mes contributions silencieuses. Plus maintenant. J'ai ouvert un tableur, je l'ai nommé « Il ne me voit pas ». J'ai tapé toutes les dépenses que j'avais jamais couvertes pour eux. Les courses, les factures d'hôpital, les chèques de frais de scolarité, les réparations de voitures. Ligne après ligne, le total augmentait. Pas seulement en euros, mais en années, des décennies à être la personne fiable, l'enfant qui répare tout. Puis j'ai repris le téléphone et j'ai appelé la banque. J'aimerais geler toute activité, ai-je dit calmement. Immédiatement. Agissez-vous sous la contrainte, a demandé l'agent. Non, ai-je répondu, la voix stable. C'est de la lucidité. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti de soulagement. Pas encore. Mais je me sentais immobile, comme l'instant juste avant qu'un orage n'éclate. Calme, froide et lourde de quelque chose d'irréversible. Le matin s'est glissé à travers les lattes de mes stores, doux et gris, comme les excuses que je savais ne jamais recevoir. Je n'avais pas vraiment dormi. J'avais somnolé peut-être 20 minutes à la fois, mon esprit rejouant en boucle cet appel, la voix de mon père, sèche et froide, tranchant le silence matinal comme une lame. On a utilisé ce que tu nous dois. Les mots collaient à mes côtes comme de la colle séchée. Je me déplaçais dans ma cuisine au ralenti, versant un café que je ne voulais pas dans une tasse que je ne me souvenais pas avoir lavée. Mon appartement semblait stérile, comme une chambre d'hôtel où je ne faisais que passer. Le seul objet personnel en vue était une carte d'anniversaire non ouverte posée près de l'évier. Elle datait de l'année dernière, toujours non signée. Il n'avait jamais pensé à la signer, mais il se souvenait de mes mots de passe. Je me suis appuyé contre le comptoir, les deux mains enroulées autour de la tasse, laissant la chaleur s'infiltrer dans ma peau. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était ce que l'argent représentait. L'accès, la présomption, la propriété. Quand étais-je devenu moins une personne et plus un service? Il faisait ça depuis des années. Je n'avais juste pas eu les mots pour le dire jusqu'à présent. Les flashbacks sont venus rapidement, sans y être invité. Le deuxième prêt immobilier que j'ai remboursé quand Vincent avait juste besoin d'un petit coup de main pour garder la maison. Le remboursement des frais de scolarité de Céline après qu'elle a abandonné son deuxième semestre et ne voulait pas que maman le sache. J'étais la solution à chaque fois. Et dès que c'était réglé, mon nom était effacé de l'histoire. Lors d'un barbecue familial il y a 3 étés, Clarisse avait ri en racontant à une amie, Céline s'en est sortie toute seule. C'est une battante. Je me tenais à 3 mètres de là, souriant, des pinces à la main, sachant très bien que la battante avait été financée par mes économies. On ne t'a pas élevé pour que tu brandisses des dettes sur la famille, avait dit papa un jour, quand je leur avais gentiment demandé de mieux planifier la prochaine fois. Mais il m'avait élevé pour porter les leurs. Silencieusement et sans interruption. J'étais en train de boire une gorgée quand une notification a vibré. J'ai appuyé sur l'icône de la messagerie vocale et l'ai écoutée en haut-parleur sans réfléchir. C'était Céline, ou plutôt un message vocal qu'elle n'avait pas l'intention de m'envoyer. Elle riait avec quelqu'un. Probablement cet ami qui portait toujours des survêtements assortis. Ouais,
Elle est en colère, gloussa Céline. Mais donne-lui 2 jours. Elle va se calmer. Elle le fait toujours. Elle paiera comme toujours. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je suis juste resté là, la tasse toujours pressée contre mes lèvres, le café froid maintenant. Voilà qui j'étais pour eux. Pas Lorraine, pas leur sœur, pas leur fille. J'étais le chèque qui ne revenait jamais impayé. Le Louis silencieux, le paillasson avec une limite de crédit. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai commencé une liste. Titre, Grand livre des dettes, inversé. J'ai détaillé tout ce dont je pouvais me souvenir au cours des 10 dernières années. Cadeaux, prêts, fêtes d'anniversaire que j'ai financées mais auxquelles je n'étais pas invité. Courses que j'ai payées juste pour cette fois. Soins dentaires, réparations d'urgence, billets d'avion, frais de scolarité. À mi-chemin de la 3e page, j'ai arrêté d'écrire et j'ai juste regardé les chiffres. Ils n'étaient même pas le problème. Ce n'étaient pas les euros qui faisaient mal. C'était l'attente. Cet après-midi-là, j'ai ouvert tous mes tableaux de bord financiers et j'ai changé chaque mot de passe. J'ai révoqué les accès partagés, fermé les applications connectées et signalé toutes les connexions étrangères. J'ai pris mon temps. Il y avait un rythme à cela. Cliquer. Confirmer. Enregistrer. Vers 18 h, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Clarisse. Netflix ne marche pas. Tu peux regarder. Je l'ai fixé. Ni en colère, ni triste, juste assez longtemps pour réaliser que c'était tout ce que j'avais jamais été pour eux. Une réparatrice. Un bouton sur lequel ils pouvaient appuyer. Je n'ai pas répondu. C'était ma réponse. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon tableau de bord des services publics. Je n'y avais pas pensé avant, mais quelque chose me disait de vérifier. Bien sûr, le service de gaz à leur maison était toujours payé depuis mon compte. Depuis des années. Je me souviens l'avoir mise en place pendant une vague de froid quand Céline a dit que la chaudière était cassée et que Vincent n'avait pas le temps de chercher. J'ai survolé le bouton de paiement automatique avec mon curseur. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai juste cliqué, et c'était tout. Ils ne le sauraient pas tout de suite, mais ils finiraient par le savoir. Et quand ils appelleraient, parce qu'ils appelleraient, je ne mentirais pas en disant que c'était un accident. Je n'adoucirais pas les choses avec un « je voulais juste vous prévenir ». Je ne répondrai pas du tout. Quand le chauffage s'est arrêté chez eux, ce n'est pas moi qui ai coupé le gaz. J'ai juste cessé de payer pour qu'il fasse chaud. Le curseur clignotait sur le fond blanc du tableur, attendant que je commence. J'étais assise à mon bureau dans le calme de la fin d'après-midi, au même endroit où j'avais l'habitude d'équilibrer les budgets et de préparer les prévisions trimestrielles. Aujourd'hui, cependant, l'écran de mon ordinateur portable n'était pas rempli de données clients. Il était rempli de chiffres qui me touchaient de plus près. J'ai intitulé le fichier Grand livre des dettes, inversé. Puis j'ai commencé à taper. Ligne par ligne, j'ai listé tout ce que j'avais jamais payé, non pas pour moi, mais pour eux. Les chèques de loyer pour mes parents quand les heures de Vincent ont été réduites. 2 semestres de frais de scolarité pour Céline après qu'elle a abandonné sa bourse complète. Les soins dentaires d'urgence pour maman. Les renouvellements d'assurance auto que j'avais mis en paiement automatique et oublié d'annuler. Les vacances qui étaient des cadeaux de la famille mais financés par ma carte. Logement, éducation, santé, vacances, culpabilité, tout y était. Je ne faisais pas ça pour leur faire honte. Je n'étais même pas en colère comme je pensais que je devrais l'être. J'avais juste besoin de le voir, de me prouver à moi-même que je ne surréagissais pas, que ce schéma n'était pas quelque chose que j'avais inventé pour justifier mon départ. J'avais besoin de rendre l'invisible visible. Au milieu de cette liste croissante, j'ai fait une pause et je suis allé vers le classeur. Je n'avais pas ouvert ce tiroir depuis des années. À l'intérieur se trouvait un dossier intitulé 2016, Papa, écrit de ma propre main. Je l'ai sorti, sans être tout à fait sûr de ce à quoi je m'attendais. Je l'ai trouvé presque immédiatement. Un accord de copropriété financière avec la signature de Vincent et la mienne à côté. Je pouvais encore entendre sa voix ce jour-là. C'est juste une formalité, ma chérie, au cas où quelque chose m'arriverait. Il n'y avait aucune mention de son besoin d'accéder à mes comptes, aucune mention d'acompte de restaurant ou de location de salle de bal, mais ce papier lui donnait un accès légal à tous les recoins de mes finances.
J'avais signé parce que j'avais peur qu'il le prenne personnellement si je refusais. Il avait toujours eu une façon de faire passer les limites pour de la trahison. Ce n'était pas un plan de secours. C'était une porte dérobée. J'ai laissé tomber le dossier par terre et je me suis levé, essayant de chasser le froid qui me parcourait l'échine. Mon téléphone a vibré à ce moment-là, un SMS de Béatrice, ma cousine. Elle me contactait rarement, c'est pourquoi cela m'a suffisamment surprise pour que je l'ouvre. J'ai trouvé ça dans un vieil album photo. Je pensais que tu la voudrais, a-t-elle écrit. En pièce jointe, une photo granuleuse d'un voyage d'été que nous avions tous fait il y a des années. Tout le monde était en maillot de bain, riant autour d'un feu de camp, tenant des marshmallows et des sodas. Sauf moi. Dans le coin, près du porche du chalet, j'étais penché sur un seau. Faisant la vaisselle, seul. Béatrice avait ajouté une légende. Tu as toujours fait le gros du travail. J'ai regardé cette photo plus longtemps que je n'aurais dû. Ce n'est pas la vaisselle qui m'a touché. C'est à quel point cela semblait naturel. Comme si c'était ma place. Pas à côté d'eux, mais derrière eux. Assurant le fonctionnement, nettoyant. Invisible. Tous ces anniversaires que j'avais financés. Les guirlandes de Noël que j'ai installées parce que Vincent avait mal au dos. Le vin que j'ai acheté pour que Clarisse puisse jouer l'hôtesse sans piocher dans son budget course. Il me disait réussir parce qu'il m'avait bien élevé. Mais maintenant, je voyais la réalité. Chacune de mes victoires était reconditionnée comme leur sacrifice. Il ne célébrait pas ma force. Il la consommait. J'ai fermé la photo, je suis retourné au tableur et j'ai continué. Ce soir-là, juste avant le dîner, je me suis connecté à mon compte Amazon Prime, puis Netflix, puis Spotify, tous les services de streaming, abonnements aux commodités numériques auxquels j'avais jamais ajouté ma famille. J'ai supprimé chaque appareil avec un nom que je ne reconnaissais pas, ou un que je reconnaissais. La tablette de Clarisse, la Smart TV de Vincent, le téléphone de Céline. Ils ont tous disparu en 5 minutes. Je n'ai pas envoyé de SMS pour expliquer. Je ne les ai pas prévenus. Ce n'était pas par mesquinerie. C'était de l'hygiène. De l'hygiène émotionnelle. Et puis, comme une horloge, le silence s'est brisé. Netflix ne marche pas. Tu peux regarder? Le SMS de Clarisse se lisait comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas gelé tous les comptes dont ils avaient profité. Comme si j'étais toujours la fille qui répare tout, prête avec les mots de passe et les excuses. J'ai fixé son message, j'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Le curseur clignotant s'est arrêté sur chaque mot que j'envisageais d'envoyer. Finalement, j'ai répondu par 2 mots. Plus maintenant. Puis j'ai posé mon téléphone, je me suis penché en arrière et j'ai écouté le silence s'installer sur moi comme un brouillard doux et nécessaire. Le genre dans lequel on se perd juste assez longtemps pour se retrouver. Ce message était la première fois que je disais non à ma mère. Et je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du pouvoir. Le message de Clarisse était en haut de mon écran de verrouillage. Netflix ne marche pas. Tu peux regarder? Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Le ton, le moment, l'audace, tout était trop familier. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai glissé vers la gauche et j'ai appuyé sur supprimer. Sans hésitation, sans regret. Je n'étais pas leur support technique. Je n'étais pas leur bouée de sauvetage. J'étais leur fille. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais avec le temps, ils ont cessé de me traiter comme une personne et ont commencé à me traiter comme un service, un abonnement qu'ils supposaient se renouvellerait automatiquement. La seule différence, c'est que celui-ci venait avec une âme dont ils avaient oublié l'existence. Je me suis fait une 2e tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir. Le silence dans l'appartement n'était pas paisible. Il bourdonnait comme un fil trop tendu. J'avais ignoré la tension, la laissant s'accumuler dans les coins de mon esprit pendant que je m'enterrais dans le travail et les responsabilités. Mais aujourd'hui était différent. En sirotant, j'ai aperçu mon anniversaire de l'année dernière sur le calendrier. Je me souviens avoir fait une réservation pour dîner dans ce restaurant italien sur le boulevard des Belges, une petite table près de la fenêtre, juste moi et un verre de vin, peut-être un dessert si je me sentais généreuse envers moi-même. Quand je suis arrivé, l'hôtesse avait l'air confuse. Cette réservation a été annulée ce matin, a-t-elle dit. J'avais appelé à l'avance, confirmé 2 fois,
mais Clarisse avait mes identifiants. Je les lui avais donnés à l'époque où elle ne s'en sortait pas avec toutes ces technologies et avait besoin d'aide pour réserver les dîners de la chorale de sa paroisse. Plus tard dans la nuit, elle avait prétendu que c'était une simple erreur. J'ai dû cliquer sur quelque chose. Tu sais, je me perds dans ces applications. J'avais souri et hoché la tête, trop fatigué pour discuter, trop habitué à ravaler ma colère. Mais cette année, il n'y aurait pas de sentiment ravalé, pas de pardon aveugle. Cet après-midi-là, j'ai vérifié le courrier. Surtout des publicités, à l'exception du dernier bulletin de leur église. Je l'ai feuilleté en attendant que mon déjeuner réchauffe. Vers la fin, une ligne en gras a attiré mon attention. Remerciements spéciaux à la famille Lefebvre pour avoir sponsorisé la réparation du toit. J'ai figé. C'était mon chèque. 3200 €, rédigé et envoyé il y a 6 semaines quand Clarisse avait dit « L'Église a besoin d'un miracle ». C'est drôle comme les miracles ne venaient jamais avec des reçus ou des remerciements. Mon nom n'était pas là. Ni en version imprimée, ni dans la conversation, juste le leur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai jeté le bulletin à la poubelle et je suis allé directement à mon ordinateur portable. Pas de bande-son dramatique, pas d'orage qui gronde dehors, juste le cliquetis des touches et une douleur sourde qui s'installait derrière mes côtes. Je me suis connecté au compte des services municipaux, celui que j'utilisais depuis des années pour payer non seulement mes propres factures, mais aussi les leurs. Par commodité, puis par habitude, puis par culpabilité. Tout était encore actif. Électricité, eau, gaz, tout était lié à mon profil de paiement. J'ai désactivé le paiement automatique. Pas de mail, pas d'avertissement, pas de transition en douceur. Je n'avais pas besoin qu'il le sache encore. J'avais besoin de savoir que je pouvais le faire. Quelques jours ont passé. Puis est venu l'appel de la compagnie de gaz. Nous faisons suite à un échec de paiement sur le compte se terminant par 6127. Nous avons notifié les résidents principaux, Vincent et Clarisse Lefebvre. Je les ai remerciés, j'ai raccroché et j'ai attendu. En moins d'1 heure, mon téléphone s'est allumé comme un flipper. 5 appels de Clarisse. 2 de Vincent. Un d'un numéro masqué que je savais être Céline. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Ce n'était pas un accident. Mon silence n'était plus passif. C'était une armure. Plus tard dans la nuit, juste avant d'éteindre mon téléphone pour la soirée, un seul SMS est arrivé. De Vincent. Si c'est comme ça que tu traites la famille, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu tomberas. J'ai fixé cette phrase. Mon pouce a survolé l'écran, puis j'ai lentement baissé le téléphone sans répondre. Et à voix haute, pour personne d'autre que moi-même, j'ai dit « Vous n'avez jamais été là quand j'étais debout ». L'objet de l'email m'a frappé comme une gifle. Confirmation de la mise en place d'un prêt professionnel. J'ai cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Mon cerveau peinait à comprendre. Je n'avais demandé aucun prêt professionnel. Mon pouce est accéléré en cliquant pour ouvrir le message. Mes yeux ont balayé les lignes de langage bancaire formel jusqu'à ce que je le voie. Mon nom, Lorraine Dumont, listé comme copropriétaire de quelque chose appelé la cuisine familiale Robert SARL. Robert. Le nom de famille de Céline. J'ai continué à faire défiler, survolant les paragraphes sur les échéanciers de paiement et les accords de crédit jusqu'à ce que je trouve le résumé de la demande. C'était là, noir sur blanc. Vincent Lefebvre, gérant principal. Céline Robert, co-gérante. Lorraine Dumont, garant financier et copropriétaire par procuration légale. J'ai fixé ces mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, une étrangère, un personnage dans un email d'arnaque. Mais c'était mon nom, mon numéro fiscal, mon historique de crédit. Ils l'avaient fait. Ils avaient construit quelque chose de réel, avec des prêts et des documents légaux et des partenariats, sur le dos de mon identité, et ils ne me l'avaient même pas dit. Je me suis reculé de la table, les mains tremblantes, mais la mâchoire serrée. Je suis resté debout un moment, à faire les 100 pas, à respirer, à essayer de ne pas crier. Puis le son d'un message de groupe a brisé le silence. Fil de discussion du groupe familial. Vous n'allez pas croire à quel point c'était facile. Elle est tellement occupée avec ses tableurs qu'elle ne se doute de rien, disait le message de mon frère, suivi d'une vidéo de lui riant avec Céline en arrière-plan, jetant des cartes de visite comme des confettis. La grande sœur n'a pas besoin de tout savoir, a-t-il souri à la caméra.
Un autre commentaire est arrivé quelques secondes plus tard, de tante Janine. Elle a toujours été trop coincée pour comprendre la loyauté. La loyauté? Ce mot a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. J'ai regardé la vidéo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, puis je l'ai tranquillement enregistrée dans un nouveau dossier sur mon bureau. Preuve légale. Le nom semblait froid. Parfait. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas fulminé. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché le numéro de mon avocate. En moins d'une heure, j'étais au téléphone, exposant chaque détail, en commençant par la procuration falsifiée de 2016 et en terminant par une entreprise qui portait mon nom, mais n'avait jamais demandé mon consentement. Je veux que le prêt soit signalé, lui ai-je dit. Je veux que mon nom soit retiré, et je veux connaître tous les recours possibles. Elle était calme, efficace, rassurante, et j'ai senti pour la première fois depuis des jours que j'avais de nouveau le contrôle. Après cet appel, j'ai ouvert le centre de litige de la banque et j'ai commencé le processus, téléchargeant des scans de ma signature, signalant la procuration comme révoquée, et incluant des captures d'écran du fil de discussion familiale. Puis j'ai ouvert mes comptes, mes plateformes professionnelles, mes logiciels partagés, même mon Dropbox. J'ai commencé à supprimer des noms. Vincent, Clarisse, Céline, tous. Chaque forfait partagé, disparu. Chaque profil qui n'était pas le mien, supprimé. Je ne les ai pas prévenus. Je n'ai pas expliqué. J'avais trop souvent joué ce jeu. Toujours celle qui essayait d'être raisonnable. Celle qui adoucissait le coup pendant qu'ils affûtaient les couteaux. Plus maintenant. Cette nuit-là, alors que je rangeais les fichiers de preuves, mon téléphone a vibré. Messagerie vocale. La voix de Vincent est arrivée, tendue, froide et tranchante comme du gravier. Si tu ruines ce projet, tu ruines cette famille. J'ai laissé le message jouer 2 fois, non pas que j'ai besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais être absolument sûr de ce que j'entendais. Ruiner cette famille? Ils l'ont fait le jour où ils ont décidé que je n'étais pas une fille, mais juste une signature pratique. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas senti de chaleur derrière mes yeux. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville et j'ai murmuré à personne en particulier, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à construire quelque chose, moi aussi. Juste, pas avec eux. J'ai commencé la matinée en réinitialisant tout. Pas métaphoriquement, littéralement. Routeur débranché, VPN basculé, authentification à 2 facteurs reconfigurés. Mon système domestique avait été la dernière frontière de l'accès partagé, de petits bouts de données, de vieux appareils encore connectés, des historiques de navigation qui se souvenaient de ce que j'avais longtemps voulu oublier. Vider les cookies et les mots de passe enregistrés était quelque chose que je faisais lors du nettoyage de printemps. Aujourd'hui, cela ressemblait à un rituel. J'ai fait défiler les identifiants de connexion automatique et j'ai supprimé chaque entrée qui portait le nom de Vincent ou Clarisse. Mon pouce a hésité une fois sur celui de Céline, puis l'a supprimé aussi. Je me suis murmuré, je me désabonne de ce forfait familial complet. Mon téléphone a sonné juste après midi. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. La voix de Vincent, rauque et moqueuse. Alors quoi maintenant? Tu vas poursuivre ta propre famille pour des papiers, a-t-il aboyé. La famille ne signifie plus rien pour toi, hein? Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message vocal à mon avocate avec une note, comme discuté, premier contact post-notification. Elle a répondu dans l'heure. Intimidation standard. Attendez-vous à une escalade. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant le silence s'installer comme une lourde couette. Je n'avais plus besoin d'expliquer. Je n'avais plus besoin de me justifier. Vincent appelait ça de la trahison. J'appelais ça de la protection. Je ne poursuivais pas ma famille. Je me protégeais de gens qui ne me voyaient plus comme humaine. Juste comme utile. Plus tard dans l'après-midi, Jean-Louis de la banque a appelé et laissé un message. Son ton était plat, mais pas hostile. Madame Dumont, je voulais confirmer que plusieurs actions sur le compte ont été approuvées par Monsieur Vincent Lefebvre en utilisant l'autorité accordée par une procuration de 2016. Il a affirmé le consentement total de toutes les parties. Il a fait une pause. Ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense.
J'ai sauvegardé le message vocal. Puis je me suis levé, je suis allé au classeur et j'ai sorti tous les documents qu'ils avaient jamais touchés. J'ai déchiqueté la procuration sur le champ, une feuille à la fois. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, juste de la clarté et le doux broiement du papier rencontrant les lames. J'ai passé le reste de la journée à verrouiller mon identité. Nouveau compte, nouvelles adresses e-mail de secours. J'ai même mis à jour mon testament, supprimant Vincent et Clarisse comme contact d'urgence, bénéficiaires, gardiens de rien. Ils ne faisaient pas partie de mon avenir. Ils avaient renoncé à ce droit. Au coucher du soleil, ma maison me semblait de nouveau mienne. Pour la première fois depuis des années, rien en elle n'évoquait leur présence. Pas d'appareil partagé, pas de nom partagé. J'étais assise près de la fenêtre, buvant du thé, quand je me suis souvenu de quelque chose rangé dans le tiroir du bas de ma table de chevet. Mon ancien téléphone, celui que j'avais depuis mes 15 ans, encore chargé d'une manière ou d'une autre. Je l'ai allumé et j'ai fait défiler les anciens journaux d'appel. Le premier numéro de la liste était le 112. Appelé quand j'avais 17 ans. Vincent s'était évanoui dans le jardin, la bouteille encore serrée dans sa main. Clarisse m'avait dit de ne pas surréagir. Il est juste fatigué, avait-elle dit. Ne fais pas honte à la famille. J'avais appelé quand même. Cette petite fille pensait qu'elle sauvait son père. Cette petite fille pensait qu'elle gagnait de l'amour. J'ai regardé le téléphone un instant de plus avant de le jeter à la poubelle. Cette nuit-là, alors que je chargeais le lave-vaisselle, mon téléphone a de nouveau vibré. Clarisse. Je l'ai regardé sonner. Pas de photo, pas de son, juste le nom qui signifiait autrefois quelque chose. Je l'ai laissé sonner. Puis encore. Le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. De l'autre côté de la pièce, une musique jouait doucement depuis mon enceinte Bluetooth, une vieille chanson de Tracy Chapman. Je suis entré dans le salon, pieds nus sur le carrelage froid, fredonnant sans regarder l'écran. Cette fois, je ne réponds qu'à moi-même. Je parcourais mon fil d'actualité avec mon café du matin habituel quand la vidéo est apparue, taguée par une femme à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. La légende disait, quand ta sœur riche se prend pour la patronne. C'était mon frère dans le clip, debout derrière un comptoir de fortune avec Céline. Ils riaient tous les deux. Ils brandissaient une spatule comme un trophée. Elle agit comme si elle avait construit ça de toutes pièces, a-t-il ricané. Scoop, elle ne savait même pas qu'on utilisait son nom. Quelqu'un hors champ a crié, dis-lui merci pour le financement. La pièce a éclaté de rire. Je n'ai pas appuyé sur rejouer. Je n'en avais pas besoin. J'en avais assez vu. Mon pouce a survolé l'icône de partage, mais au lieu de cela, je l'ai sauvegardé. J'avais déjà un dossier pour ce genre de choses. Preuve. Non pas que j'ai besoin de vengeance, mais parce qu'un jour quelqu'un demanderait pourquoi. Moins d'une heure plus tard, un autre clip a fait surface. Celui-ci du live Instagram de Céline. Oups, a-t-elle dit, à moitié souriante. On dirait que notre sœur distributeur automatique nous a coupés. Je suppose que la banque Lorraine est officiellement fermée. Un flot d'émojis rieurs et de beaux MG a afflué. Quelqu'un a commenté, elle reviendra en rampant. Elles le font toujours. Un autre a ajouté, dis-lui merci d'avoir payé mon Netflix. Céline a jeté un coup d'œil à l'écran, réalisant qu'elle était toujours en direct. Elle a ri pour s'en sortir. Je plaisante, évidemment, a-t-elle dit, la voix tendue. Mais son sourire narquois l'a trahi. Ce n'était jamais une blague. C'était un réflexe. Je n'ai pas pleuré, mais la brûlure de l'humiliation s'est installée profondément. Non pas parce qu'ils l'ont dit, mais parce qu'ils le pensaient, et qu'ils savaient que personne ne les arrêterait. J'étais la risée de ma propre famille. En milieu d'après-midi, Amandine m'a envoyé un message. Tu dois voir ça. Je suis désolé. C'était une capture d'écran de l'essai de bourse de Céline. La première ligne disait, en grandissant, j'ai vu ma famille lutter pendant que je surmontais les obstacles seul. Et puis le coup de poignard, ma sœur travaillait dans un grand groupe, mais n'a jamais vraiment compris le sacrifice. Je ne savais pas ce qui était le plus dur, le mensonge ou la facilité avec laquelle il avait glissé de ses doigts sur un document public qui pourrait lui rapporter de l'argent et des louanges. La même sœur qui séchait chaque semestre. La même que j'ai renflouée quand elle a dépassé le plafond de ses propres cartes pour des séminaires de networking.
J'ai fixé l'écran assez longtemps pour qu'il s'éteigne, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je me suis assise en silence. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas brisés. Ils étaient calculateurs. J'avais passé des années à diluer mes réussites pour protéger leur fierté. J'ai arrêté de parler de promotion, et évité les conversations sur mon salaire, envoyer des cadeaux anonymement. Je ne voulais mettre personne mal à l'aise, mais ils ont utilisé mon silence comme un pinceau pour redessiner toute l'histoire. Une histoire dans laquelle j'étais une femme froide et distante qui ne donnait jamais, ne ressentait jamais. Cette histoire était terminée. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas disputé. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un document vierge intitulé « Chronologie de la vérité ». Date, capture d'écran, virement bancaire, paiement scolaire, tout. Pas pour un tribunal, pour moi. Parce que j'en avais assez de prétendre que je l'avais imaginé. Le lendemain matin, j'ai écrit au comité de bourse. L'email était calme, clinique, et en pièces jointes se trouvaient des scans PDF de chaque reçu de frais de scolarité que j'avais payé au nom de Céline. Je n'avais pas besoin d'accuser. Les chiffres parlaient plus fort que la rage. Puis j'ai transféré son essai à mon avocate. Objet, intention de contester. Je me suis versé une deuxième tasse de café et j'ai expiré. Cela ne ressemblait pas à une victoire, mais c'était propre. Vers l'heure du dîner, mon téléphone a de nouveau vibré. Céline. Pourquoi essaies-tu de ruiner mes chances, disait son message. Je n'ai pas hésité. Je retire juste mon nom de ton scénario. Amandine n'a pas envoyé de message d'abord. Elle est juste venue. C'était en début d'après-midi et je nettoyais un tiroir plein de chargeurs emmêlés et de reçus quand on a frappé. Je n'attendais personne. Mon immeuble avait un digicode, mais Amandine savait comment contourner les petits systèmes. Elle l'avait toujours su. J'ai ouvert la porte et elle était là, les cheveux tirés en arrière, le visage tendu. Elle n'a pas parlé tout de suite, a juste plongé la main dans la poche de son manteau et m'a tendu une clé USB. « Tu n'as pas eu ça de moi », a-t-elle dit doucement. Et je ne suis jamais venu. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, elle s'est retournée et a marché dans le couloir. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant de plus, regardant son dos disparaître dans l'ascenseur, puis j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai verrouillé. La clé USB était petite, noire, sans étiquette. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Un seul dossier est apparu. Réunion de stratégie familiale, audio 2022. J'ai cliqué. L'audio crépitait, granuleux, comme s'il avait été enregistré à travers une poche de manteau. Mais les voix étaient indubitables. Vincent, on doit juste la garder occupée. C'est tout ce qu'il faut. Elle ne pose pas de questions quand elle se sent utile. Clarisse, la culpabilité fonctionne mieux que les menaces. Elle ne partira jamais si elle pense qu'on s'effondrera sans elle. Céline, elle ne vérifie même plus, elle paie juste. La mère d'Amandine, et si jamais elle commence à s'éloigner. Vincent, riant, rappelez-lui qui a payé les leçons de piano. La culpabilité avec un joli ruban. J'ai figé. C'était là. Pas un soupçon, pas une implication, une preuve. Il s'était assis comme un comité discutant de la meilleure façon de me manipuler, comme une stratégie d'entreprise, comme la gestion d'une ligne de produit. Je l'ai réécouté, non pas que j'en ai besoin, mais parce que je voulais m'assurer que je n'imaginais pas le venin sous le calme. Et puis je l'ai sauvegardé, j'en ai fait une copie. Puis une autre. Moins de 20 minutes plus tard, un message a vibré sur mon téléphone. Des photos de la répétition du mariage de Céline. Je n'avais pas été invité. Je ne savais même pas que ça avait lieu ce week-end. Mais les fleurs étaient familières, identiques à la facture que j'avais vue sur mon relevé. Le lieu aussi. La même adresse indiquée sous cette charge suspecte il y a 2 mois. La sculpture de glace, c'était ma carte, un signe gravé sur mesure, qui se trouvait apparemment maintenant à côté d'un gâteau dont j'ignorais l'existence. Clarisse avait posté la photo avec la légende « La famille rend tout possible ». C'était comme être effacé au ralenti, remplacé par un sourire qui ne se souvenait pas de qui l'avait rendu possible. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert ma boîte mail. Objet, voici ce que vous avez vraiment construit. J'ai écrit à chaque parent, chaque frère et sœur, chaque membre de la belle famille. J'ai joint le fichier audio. J'ai joint le détail de la carte de crédit. Et j'ai écrit une seule ligne. Je ne suis pas votre distributeur.
Je ne suis pas votre bouc émissaire. Et je ne suis plus votre famille. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Ce qui a suivi a été le chaos. Appels, SMS, messages vocaux, certains frénétiques, d'autres furieux. Clarisse a laissé 3 messages consécutifs, le dernier oscillant entre excuses et menaces. Vincent n'a pas appelé. Il a envoyé un SMS, « Tu nous as ruinés ». Je l'ai fixé, puis j'ai répondu sans hésitation. Non, vous m'avez ruiné. J'ai juste arrêté de financer. Amandine a aussi envoyé un message. Tu ne méritais rien de tout ça. J'aurais dû parler plus tôt. Je suis désolé d'être restée silencieuse. J'ai répondu simplement. Ce n'est pas de toi que j'avais besoin d'entendre ça. J'ai éteint mon téléphone. J'ai laissé le silence m'envahir. Le lendemain matin, je sirotais un café quand l'interphone a sonné. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Vincent. Il se tenait à l'entrée, tenant un dossier en manille, la mâchoire serrée, les yeux scrutant la caméra comme s'il savait déjà qu'il n'était pas le bienvenu. Je n'ai pas bougé. Le dossier disait « demande conventionnelle ». Mais il ne savait pas que j'avais déjà engagé une avocate 2 jours plus tôt. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper une deuxième fois. Vincent se tenait là avec un dossier en manille dans une main, l'autre déjà levé pour parler. Il faut qu'on parle. Tu n'es plus le premier avocat dans cette maison, ai-je dit calmement, et je me suis écarté juste assez pour qu'il comprenne qu'il n'entrerait pas. Il a marqué une pause, sa bouche se resserrant en cette ligne familière et désapprobatrice. La même qu'il portait quand j'avais 13 ans et que j'avais osé corriger ses calculs devant un voisin. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il marmonné, brandissant le dossier comme si c'était un territoire neutre. Alors ne le fais pas, ai-je répondu. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je savais déjà. À la fin de la journée, les appels ont commencé. Ça a commencé avec des cousins éloignés, de vieux amis de l'église et une colocataire de fac à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ça va? J'ai entendu dire que tu faisais une sorte de dépression. Ils disent que tu traînes la famille en justice pour rien. Clarisse avait fait ce qu'elle faisait de mieux. Recadrer la vérité jusqu'à ce que même le miroir soit confus. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai gardé une liste. Nom, numéro, horodatage. Je l'ai appelé et ne pas engagé. Et chaque fois que quelqu'un répétait son histoire sans prendre la peine de me demander directement, je l'ajoutais à la liste. Plus tard dans la nuit, je nettoyais mes documents archivés quand je suis tombé sur une lettre scannée datée du 12 mars 2014. Mon écriture, mon cœur. Une lettre que j'ai écrite à Clarisse, mais à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. M'aimes-tu pour moi, disait-elle, ou pour ce que je fais pour toi? Pas de réponse, pas même un commentaire. Elle ne l'a jamais reconnu. Je l'avais enterré sous une pile de choses pratiques, des formulaires fiscaux, des contrats de location, le genre de paperasse pour laquelle j'avais toujours été doué. Le silence avait été ma réponse depuis le début. Je me suis rassise dans ma chaise, le papier toujours ouvert à l'écran, ma poitrine s'est serrée. Pas de tristesse, mais de lucidité. Ils ne m'ont jamais voulu moi. Ils voulaient mon accès, mon image, ma capacité à faire avancer les choses. Le message vocal d'Amandine est arrivé vers 22 heures, alors que je préparais du thé. Tu as toujours été l'adulte dans cette maison, a-t-elle dit doucement. Même quand tu étais une enfant. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit à voix haute dans la pièce silencieuse, c'est ça, la tragédie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Je suis prête à rendre ça public s'il continue à répandre des mensonges, lui ai-je dit. Elle n'a pas demandé de preuves. Elle les avait déjà. Nous avons rédigé une lettre, brève, factuelle, jointe avec des captures d'écran et l'audio. Un avertissement, en réalité. Toute diffamation continue serait suivie d'une réponse légale. Fini de jouer en défense. J'ai aussi mis à jour mon testament. Vincent et Clarisse, supprimés. Chaque trace d'eux effacée de mon avenir. Je construisais un nouveau genre de liberté, une liberté avec un soutien juridique. Cet après-midi-là, Amandine a envoyé une capture d'écran du Facebook de Clarisse. Parfois, vos propres enfants vous détruisent. Le message disait. Pas de tag, pas de nom. Mais tout le monde savait. C'était la beauté des petites communautés. Les chuchotements plus forts que les sirènes.
Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Au lieu de cela, j'ai posté une seule phrase sur ma propre page. Pas d'image, pas de hashtag. Si dire la vérité brûle les ponts, peut-être qu'il n'était pas destiné à me porter. La pluie est tombée doucement et régulièrement ce dimanche matin, tapotant les fenêtres comme quelqu'un de trop poli pour frapper fort. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que le silence ne ressemblait plus à une menace. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas d'appel manqué clignotant sur mon téléphone. Pas de messages vocaux pleins de culpabilité et de manipulation, juste le calme. Je me suis levé, j'ai allumé une bougie et j'ai préparé une théière. Orange et épices, le genre que je ne faisais que les jours qui semblaient pouvoir compter. À la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti un dossier intitulé Phase finale. Il contenait des captures d'écran, des PDF et des fermetures de comptes. Chaque compte joint, disparu. Chaque identifiant qu'ils avaient autrefois, changé. Mon résumé financier brillait, propre, sur l'écran. La liberté ne ressemblait pas à un feu d'artifice. C'était comme expirer sans grimacer. Juste avant de fermer le fichier, un nouveau message est arrivé dans ma boîte de réception. C'était d'Evelyne. Nous n'étions pas proches. C'était une amie de Clarisse de la chorale de l'église. Plus âgée, discrète. Elle avait toujours été gentille avec moi en grandissant. Le genre de femme qui offrait des étreintes sans vous étouffer. Son email était court. Lorraine, je sais ce qu'ils ont dit. Mais j'ai vu ce qu'ils t'ont fait pendant des années. Tu n'as pas tort. Tu n'es pas brisée. Tu es courageuse. J'ai fixé ces mots comme s'ils étaient une bouée de sauvetage dont je ne savais pas avoir besoin. Non pas parce qu'ils ont tout guéri, mais parce qu'ils venaient de quelqu'un qui n'était pas obligé de dire quoi que ce soit, et l'a quand même fait. J'ai laissé monter intact, je suis allé à mon bureau pour appeler mon avocate. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Tout est finalisé, a-t-elle dit avant que je puisse demander. Ils sont légalement empêchés d'accéder à l'un de vos comptes. Procuration révoquée. Tous les contrats conjoints annulés. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré. J'ai juste hoché la tête. Merci, ai-je dit, puis j'ai ajouté, c'est étrange d'être libre. Ce sentiment vous rattrapera, a-t-elle répondu. J'ai raccroché et je me suis tourné vers la fenêtre du salon. La pluie tombait toujours, plus doucement maintenant. Mon esprit a vagabondé, sans y être invité, vers un souvenir que je laissais rarement remonter. C'était il y a 3 ans. Vincent avait appelé tard dans la nuit, la voix tendue par l'urgence. J'ai besoin d'un co-signataire, avait-il dit. Juste un petit prêt professionnel. Céline essaie de se lancer. Tu comprends? J'avais dit oui. Je comprenais toujours. Ce prêt a ruiné mon crédit pendant 8 mois. Je l'ai remboursé quand Céline a cessé de faire les paiements minimums. Et Vincent a prétendu qu'il n'en savait rien. Je n'en ai parlé à personne, j'ai juste avalé le coup. Maintenant, je murmurais la phrase que je n'ai jamais dite à l'époque. Plus jamais. J'ai passé l'après-midi à régler les derniers détails. Le collier que Clarisse m'avait offert pour mes 25 ans, en argent, délicat, gravé pour ma fille forte, a été emballé dans une petite pochette en velours et déposé dans la boîte de dons d'une association. J'ai supprimé chaque photo de famille de mes réseaux sociaux, je me suis détagué des anciens messages. La maison de vacances partagée, celle de l'île de Ré avec la peinture qui s'écaille et le sable toujours coincé dans la serrure, a été vendue la semaine dernière. L'acte de propriété n'était qu'à mon nom. Le chèque a été encaissé il y a 2 jours. Je ne leur ai pas dit. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert mon placard et j'ai commencé à trier les vêtements, des pièces que ma mère avait insisté pour que je garde, des tenues qu'elle avait achetées et ne me laissait jamais oublier. Dans des sacs ils sont allés, un adieu silencieux. Juste avant le coucher du soleil, alors que je pliais le dernier cardigan, quelqu'un a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Eva, ma cousine, debout avec un petit gâteau dans les mains, 3 bougies allumées et vacillantes malgré la brise. Je sais qu'il est tard, a-t-elle dit, mais je ne voulais pas que tu te sentes oublié. Je l'ai regardée, sans voix pendant un moment, puis je me suis écarté. Elle est entrée, a posé le gâteau sur la table et a souri. Certaines bougies ne sont pas faites pour les vœux. Elles sont juste une lumière dans l'obscurité. J'ai supprimé tout le groupe de contact intitulé Famille. Sans hésitation,
sans double vérification, juste un clic et une expiration silencieuse. Puis j'ai créé un nouveau groupe, les gens qui sont là. Il y avait 3 noms, Amandine, Eva, Evelyne. C'était tout. Aucune partie de moi n'avait envie de pleurer, et j'ai considéré cela comme une sorte de progrès. Je n'avais pas besoin d'une parade de noms ou d'ADN pour définir qui se tenait à mes côtés. J'avais juste besoin de vérité. Vers l'heure du déjeuner, un nouvel email est arrivé. Pas d'objet. L'adresse de l'expéditeur était inconnue, longue, aléatoire, provenant d'un serveur de messagerie crypté. Mais le ton, indubitable. Ne détruis pas l'avenir de Céline. Elle a encore une chance. Ne gâche pas ça pour une amertume passée. Pas de signature, juste de la culpabilité déguisée en diplomatie. Clarisse avait toujours eu une façon de masquer sa manipulation sous des airs d'inquiétude. Elle ne suppliait jamais, elle insinuait. N'attaquait jamais, juste sous-entendait. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message à mon avocate et je l'ai supprimé de ma boîte de réception. En milieu d'après-midi, je me suis surprise à prendre mon journal, quelque chose que je n'avais pas ouvert depuis des semaines. Les pages semblaient rigides, intactes depuis trop longtemps. J'ai écrit, je ne voulais pas être aussi distante. Ils ont construit cette distance avec le silence et la stratégie. Les mots sont venus facilement. Je les ai laissés couler, ligne après ligne, sur toutes les versions de moi que j'avais essayé d'être. La réparatrice, celle qui pardonne, la pacificatrice, le pont. J'ai relu ce que j'avais écrit. Et sans le vouloir, des larmes ont coulé sur mes joues. Pas pour eux, mais pour la jeune fille que j'étais, qui a cru un jour que si elle en faisait assez, donnait assez, il la verrait enfin. Plus tard dans la soirée, j'ai réaménagé mon appartement. Rien de radical, juste assez pour que l'espace me semble entièrement mien à nouveau. J'ai déplacé la bibliothèque près de la fenêtre, acheté un nouveau coussin dans une teinte que Clarisse disait toujours me rendre fade, et j'ai accroché une œuvre d'art abstraite que j'ai trouvée dans une brocante. En parlant de brocante, j'ai déposé une boîte scellée à une en revenant de la poste. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille, des cadres, des babioles, quelques cartes que je gardais par nostalgie. Je n'ai pas laissé de mots. Je ne les voulais pas en retour. Quand des amis me demandaient des nouvelles de ma famille maintenant, j'ai commencé à parler d'eux comme de mon ancienne vie. Ce n'était pas amer. C'était précis. Ce week-end-là, Eva m'a invité à un brunch. Quelques cousins étaient là, des gens qui avaient gardé leur distance pendant le chaos, mais n'avaient pas non plus répandu de rumeurs. Autour d'omelettes et de café, quelqu'un a finalement demandé gentiment, « Penses-tu que tu leur reparleras un jour ?» J'ai marqué une pause, non par incertitude, mais parce que je voulais le dire correctement. Le pardon ne signifie pas toujours un retour, ai-je dit. Parfois, cela signifie simplement que je ne saigne plus. Ils ont hoché la tête en silence, comme si la compréhension venait comme la vapeur montant de leur tasse. Lente, invisible, mais présente. Cette nuit-là, je pliais du linge en écoutant du jazz doux quand mon téléphone a vibré. Un nouveau message d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. L'aperçu disait, « Tu me manques. » Céline. Je l'ai fixé pendant un long moment. Ni avec colère, ni avec nostalgie, juste une étrange neutralité, comme voir un vieux manteau dans son placard qui ne va plus. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas supprimé non plus. J'ai retourné le téléphone, écran vers le bas sur la table, et je suis allé dans la chambre. Je n'avais pas peur de ses excuses. Je n'en avais simplement plus besoin. Je me suis connecté une dernière fois. Le forfait téléphonique familial était la seule chose qui restait. Une relique de meilleures intentions, autrefois destinée à nous garder tous connectés. 4 lignes. 2 d'entre elles ne m'avaient pas appelé depuis des mois. Une ne composait que lorsque quelque chose était cassé ou en retard. Mon curseur a survolé le bouton et géré le compte. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais même pas en colère. Juste prête. D'un simple clic, j'ai supprimé chaque ligne. Vincent, Clarisse, Céline, disparu. L'écran m'a demandé si je voulais confirmer. J'ai murmuré, c'est la dernière facture que je paierai jamais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis j'ai cliqué sur confirmer et j'ai regardé la page se rafraîchir en silence. Le même matin, mon avocate a déposé le dernier dossier de dissociation légale. La demande reconventionnelle que Vincent avait tentée a été rejetée. Manque de preuves, manque de fondement, manque de vérité.
Tous mes revenus, propres. Nom, crédit, identité financière. Personne d'autre n'y avait plus accès. Le résumé du juge était bref, presque désinvolte. Elle n'a pas coupé les ponts, a-t-il dit. Elle a corrigé les faits. Je suis sorti du palais de justice sans me retourner. Pas de famille qui attendait sur les marches, pas de caméra, juste une femme en ballerine tenant son propre manteau avec une confiance tranquille qui n'avait pas besoin d'un public. Ce soir-là, j'ai publié une tribune. Elle était intitulée « Quand la famille utilise votre gentillesse comme une carte de débit ». Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté. L'histoire était la mienne. Et pour une fois, je l'ai racontée avec mes propres mots. Sans filtre, sans modification. Elle est devenue virale en 48 heures. Des centaines de messages ont rempli ma boîte de réception. Des inconnus, des collègues, même des connaissances lointaines. Je suis aussi une Lorraine. Merci de l'avoir dit. Ma fille m'a envoyé ça. Elle pense que je suis vous. Ça m'a fait rappeler mon psy. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seulement en train de guérir. Je montrais la voie. Une semaine plus tard, Eva a appelé pour dire que Clarisse avait demandé à me rencontrer. Elle a promis que ce serait neutre. Juste une conversation. J'ai dit oui, à certaines conditions. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du centre-ville. J'ai amené une amie du travail et je lui ai demandé de s'asseoir à 2 tables de distance. Je ne ressentais pas de peur. Je refusais simplement d'être à nouveau acculé. Clarisse est arrivée, portant le même cardigan beige que j'associais toujours aux performances. Elle a souri comme si cela lui coûtait quelque chose. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle dit, les mains serrées autour d'un gobelet en carton. Mais tu as voulu chaque retrait, n'est-ce pas, ai-je répondu. Son sourire a vacillé. Nous sommes restés assises pendant 20 minutes. Elle a parlé. J'ai écouté. Elle a pleuré. Pas moi. Quand elle a finalement fait une pause, j'ai dit la seule chose que j'avais répétée. Je te pardonne, mais je ne reconstruirai pas ce que tu as brûlé. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête. Le genre de hochement de tête qui n'est pas de l'acceptation, juste la reconnaissance d'une page finale qui se tourne. Je l'ai laissé là, son gobelet encore plein, les manches de son cardigan humides de larmes. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable. Cette nuit-là, j'ai fêté mon anniversaire seul. Pas solitaire. Seul. J'ai choisi un petit café-librairie niché dans un coin tranquille de Bordeaux. Je portais un pull noir doux, un jean qui m'allait parfaitement, et pas de maquillage. J'ai apporté avec moi un cadeau, un journal en cuir vierge intitulé Volume 1, Famille choisie. J'ai commandé un thé, j'ai trouvé un siège dans un coin près de la fenêtre, et j'ai ouvert à la première page. Avec un stylo que je portais depuis une décennie, mais que je n'avais jamais utilisé, j'ai écrit, cette fois, c'est moi l'auteur, et personne ne me corrigera à nouveau. Certaines histoires ne se terminent pas par de grandes réunions ou un dénouement parfait. Elles se terminent dans une clarté silencieuse. Si vous m'avez suivi tout au long de ce parcours, vous saurez maintenant que choisir la paix ne ressemble pas toujours à un pardon à bras ouverts. Parfois, c'est une porte verrouillée. Une page blanche. Un nouveau numéro sur votre téléphone auquel vous ne répondez plus. Ce que j'ai appris ne concerne pas seulement la famille. C'est une question d'estime de soi. Savoir quand arrêter de verser d'une coupe que personne n'a jamais pris la peine de remplir. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que nous choisissons de fermer. Parce que ce qui se trouve de l'autre côté n'honore plus qui nous sommes. Et peut-être que c'est le vrai message ici. On peut aimer les gens de loin. On peut partir sans vengeance. On peut perdre des liens du sang et garder sa dignité. Je n'avais pas besoin de permission pour recommencer. J'avais besoin du courage d'arrêter d'expliquer pourquoi je devais le faire.